À minuit, j'ai aperçu depuis le balcon une scène de corps abandonnés. Terrifié, je me suis effondré au sol, mais j'ai accidentellement touché les pétales à côté de moi. Le meurtrier a levé la tête, son visage blafard a commencé à compter les étages, 6, 5, 4, 3, 2. Après avoir compté jusqu'à 2, il a tourné le cou, traînant son marteau dégoulinant de sang. Il s'est dirigé droit vers l'escalier de chez moi. Je me suis vite couvert la bouche, moi, un enfant de 7 ans, plongé dans une peur extrême. Alors que j'allais crier, des mains ont plaqué ma bouche par derrière. Xiaorui, ne fais pas de bruit. Ma sœur m'a fait signe de me taire, a verrouillé la porte blindée à pas de loup, puis a commencé à appeler mon beau-frère, policier criminel. Elle n'a pas réussi à le joindre, et a donc composé en urgence le numéro des secours locaux. Allô, le centre de commandement? Je suis au 202, bâtiment 2, cité ouvrière de l'usine textile, rue Guangming. Mon petit frère et moi venons de voir quelqu'un tué en bas. Le tueur nous a repérés. L'opératrice a calmé ma sœur, ne paniquez surtout pas, une patrouille sera là dans 5 minutes. Ma sœur s'est forcée à rester calme. Elle a traîné la lourde table contre la porte, puis, d'une main, a saisi des ciseaux de couturière. De l'autre main, elle me protégeait fermement dans son dos. N'aie pas peur, Xiaorui, ta sœur est là. Quand la police et ton beau-frère seront là, nous serons en sécurité. Ma sœur me disait de ne pas avoir peur. Mais elle tremblait de tout son corps. La serrure de la porte a commencé à être forcée et frappée violemment. Ma sœur a rappelé mon beau-frère. Toujours cette tonalité d'occupation désespérante. Le tueur dehors semblait s'éveiller, perdant toute patience. Soudain, un fracas sourd. D'un coup de marteau, la porte blindée avec son encadrement a résonné violemment. Tout s'est passé en un éclair. Comme une bête, l'homme a défoncé la porte. Il a bousculé la table. D'un coup de pied, il a projeté ma sœur au loin, puis a levé son marteau pour frapper. Ma sœur est tombée dans une mare de sang, inerte. Il s'est retourné vers moi. À ce moment, ma sœur, qui semblait évanouie, a rouvert les yeux en hurlant. Déchaînant une force incroyable, elle s'est jetée sur lui et a enfoncé les ciseaux profondément dans sa cuisse. Xiaorui, cours. Fou de rage, le tueur s'acharnait à vouloir fracasser le dos de ma sœur avec son marteau. Un coup, 2 coups, 3 coups. Ma sœur mordait la jambe de son pantalon, ne lâchant prise qu'à son dernier souffle. Le bruit a alerté tout l'immeuble. Les sirènes de police résonnaient au loin dans la rue. Le tueur a arraché les ciseaux et s'est enfui par la fenêtre dans la nuit. Ce fut une survie miraculeuse. J'ai gardé la vie, mais j'en ai gardé un handicap à vie. Emmené à l'hôpital, mon beau-frère, qui venait de terminer une mission d'arrestation, est enfin arrivé. En voyant ma sœur à la morgue, il est tombé à genoux, incapable même de pleurer. Quand on m'a sorti de la salle d'opération, à travers les bandages imbibés de sang, j'ai demandé à mon beau-frère, au bord de l'effondrement, pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone de ma sœur? Si tu avais répondu, est-ce qu'elle serait morte? Mais je ne savais pas. Ma phrase désespérée, comme le plus venimeux des poisons, a emprisonné mon beau-frère toujours. Dans cette nuit pluvieuse et sanguinaire. En une nuit, ses cheveux ont blanchi. Il passait ses nuits à genoux. Devant la photo de ma sœur. Il s'est suicidé. Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone? Comment as-tu pu? Mon beau-frère a acheté une vieille fourgonnette wheeling délabrée. Moi, handicapé, j'étais sur le siège passager. Il a dépensé toutes ses pensions et ses économies, imprimant d'innombrables avis de recherche avec le portrait du tueur. Maintenant, il parcourt 20 provinces, sillonne plus de 300 régions montagneuses reculées, mines abandonnées et villages urbains. Pendant 10 ans, il a traqué le meurtrier. Moi, j'ai vécu 10 ans à ses côtés sur le siège passager. Mais la dernière fois, le 15 août 2021, prétendant avoir enfin coincé le vrai coupable, il s'est fait poignarder plus de 10 fois dans un bâtiment abandonné. Il n'en est pas ressorti vivant. Et à l'instant même de son dernier souffle, j'ai une renaissance. Je renais juste avant le meurtre de ma sœur. J'ouvre les yeux et me retrouve sur le balcon. Ma main touche encore les pétales. En bas, l'homme lève la tête et commence à compter les étages. 6, 5, 4, 3. La mort atroce de ma sœur me traverse l'esprit en un éclair. C'est 5 minutes de désespoir. Cette fois, je dois à tout prix sauver ma sœur. Je me retourne brusquement et me couvre la bouche d'une main, alors que j'allais crier. Puis je serre ma sœur contre moi. Elle reste figée. Xiaorui, qu'est-ce qui t'arrive? Je secoue la tête frénétiquement, lui dis à voix basse, sœur, verrouille la porte. Cachons-nous sous le lit de la chambre. Ma sœur est effrayée par mon comportement. Quoi, Xiaorui, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas le temps d'expliquer. Je la tire vers la chambre. Elle veut résister, mais je lui serre fermement la main. Sœur, fais-moi confiance. Verrouiller la porte ne sert à rien. Elle va l'ouvrir. Nous devons nous cacher. Ma sœur me regarde, les yeux pleins d'effroi, hésite une seconde. Finalement, elle me suit et se glisse sous le lit. Nous retenons notre souffle. Écoutant les pas qui se rapprochent dans le couloir. Des pas lourds s'arrêtent devant la porte. La poignée est tournée avec force, mais la porte, non verrouillée, s'ouvre facilement. Le tueur entre dans la pièce. Je voyais à travers la fente sous le lit ses chaussures couvertes de sang, elle faisait un tour dans le salon. Elle semblait nous chercher. Je me bouchais la bouche de toutes mes forces, ma sœur ne bougeait pas non plus. Le temps semblait s'être arrêté. J'entendais les battements violents de mon cœur. C'est à ce moment-là
que mon coude a accidentellement heurté la petite voiture sous le lit. Bip, bip. La voiture a émis un bruit aigu. Les pas du criminel se sont immédiatement dirigés vers la chambre. À cet instant, j'ai vu le désespoir dans ses yeux. Le sommier a été soulevé, un visage livide est apparu devant nous. Le marteau s'est levé haut. Cette fois, nous sommes morts plus vite. J'ai rouvert les yeux, j'étais de retour sur le balcon, la main sur le pot de fleurs. L'homme en bas a levé la tête. 6, 5, 4, 3. Deuxième renaissance. J'ai pris une profonde inspiration. Cette fois, je ne peux pas me cacher. Se cacher chez soi, c'est attendre la mort. J'ai soudainement attrapé la main de ma sœur. Sœur, viens avec moi au 3e étage. Ma sœur a sursauté. Xiaorui, tu es fou? Il y a un meurtrier en bas. Je la tirai de toutes mes forces vers la porte. Allons voir le frère Wang du 3e, il peut nous protéger. Ma sœur a hésité une seconde. Finalement, elle m'a suivi et nous sommes sortis en courant. Nous avons grimpé les escaliers rapidement, des pas lourds résonnaient derrière nous. Le criminel était déjà entré dans la cage d'escalier. Je frappais frénétiquement à la porte du 3e. Frère Wang, au secours. Il y a quelqu'un en bas qui tue, il veut nous tuer. Une voix méfiante est venue de derrière la porte. Qui c'est, en pleine nuit? C'est moi, Xiaorui du 2e. Frère Wang, ouvre, je t'en supplie. Il y a vraiment un meurtrier qui nous poursuit. La porte s'est entr'ouverte, laissant apparaître le visage de frère Wang. Un visage couvert de cicatrices. Il a regardé derrière nous, l'escalier vide. Il a froncé le sourcil. Petit morveux, arrête de dire n'importe quoi. Où est-ce qu'il y a un meurtrier? À peine avait-il fini de parler que des pas lourds ont soudainement retenti au coin de l'escalier. Le criminel est apparu, traînant son marteau. Frère Wang m'a poussé d'un coup. Imbécile, ne nous attire pas d'ennui. Sur ces mots, il a claqué la porte et l'a verrouillée de l'intérieur. Ma sœur et moi, désespérés. Nous avons frappé à la porte. Le criminel était déjà arrivé au palier. Ma sœur m'a protégé derrière elle. Levant en tremblant le couteau de cuisine qu'elle avait pris à la maison. Le criminel a levé son marteau. À cet instant, son téléphone portable à la ceinture a soudainement sonné. Elle s'est arrêtée. A décroché. Allô, c'est fait? Une voix d'homme a répondu à l'autre bout. Il reste 2 témoins. La voix rauque du criminel. Dépêche-toi. J'ai déjà tout arrangé au centre des appels d'urgence, ils retarderont l'envoi des patrouilles. Mais tu as au maximum 10 minutes. En entendant ces mots, mon esprit a explosé. Il y a une taupe au centre des appels d'urgence. Pas étonnant que la police n'arrivait pas après que ma sœur ait appelé. C'était délibéré. Le criminel a raccroché. A de nouveau levé son marteau. Ma sœur s'était lancée pour se battre, mais a été abattue d'un coup de marteau. J'ai voulu m'enfuir, mais mes jambes étaient molles. Je n'ai pu que regarder, impuissant, le marteau s'abattre. Avant que ma conscience ne disparaisse, j'ai gardé en mémoire cette phrase, il y a une taupe au centre des appels d'urgence. Appeler la police ne sert à rien. J'ai rouvert les yeux pour la 3e fois, toujours sur ce balcon. Toujours ce pot de fleurs. L'homme en bas a commencé à compter. 6, 5, 4, 3. Cette fois, je savais quoi faire. J'ai entré ma sœur dans le salon. Direction le tableau électrique. Ma sœur a crié, Xiaorui, qu'est-ce que tu fais? J'ai tiré le disjoncteur général d'un coup sec. Tout l'immeuble a été plongé dans le noir. Sœur. Allons nous cacher dans la cage d'escalier, ne fais pas de bruit. J'ai tiré ma sœur pour nous cacher. Dans le coin de l'escalier entre le 2e et le 3e étage. Les pas du criminel résonnaient dans l'obscurité, mais elle ne pouvait pas nous trouver. Elle errait sans cesse dans le couloir. Les minutes passaient. Enfin. Au loin, la sirène de la police a retenti. En entendant ce bruit, le criminel a juré. A fait demi-tour et s'est enfui par l'escalier de secours. Ma sœur et moi nous sommes effondrés par terre, heureux d'être en vie. Peu après, un faisceau de lampes torches a éclairé l'escalier. Un jeune agent en uniforme est monté. Vous allez bien? Ma sœur a dit en pleurant. Agent, le criminel s'est enfui par l'escalier de secours, allez vite le rattraper. L'agent a hoché la tête, s'est approché de nous. Soudain, il a sorti son arme. Et a visé la tête de ma sœur. Pan. Ma sœur s'est effondrée dans une mare de sang. J'ai regardé, terrifié, cet agent. Il a tourné le canon vers moi et a dit froidement. Voyant ce qui devait arriver, juste avant le coup de feu, j'ai reconnu le nom sur son badge. Ce patrouilleur faisait partie de la première vague envoyée par le centre d'appel. Il est un traître. J'ouvre les yeux pour la 4e fois, l'homme en bas compte encore. Mes mains tremblent, non pas de peur, mais de rage. Les 3 premières morts m'ont fait comprendre une chose, tous les secours extérieurs ont été coupés. Il y a un traître au centre d'appel, et le patrouilleur venu est son complice. Attendre la police. C'est attendre la mort. Je dois compter sur mes propres forces dans cet immeuble. Ma sœur remarque mon trouble, Xiaorui, qu'est-ce qui t'arrive? Je me tourne vers elle, sœur, si je te dis que je sais. Ce qui va se passer ensuite, me croirais-tu? Ma sœur reste figée. Que veux-tu dire? Je prends une profonde inspiration. Pas le temps d'expliquer. Écoute-moi, sœur, va tout de suite à la cuisine prendre le couteau le plus lourd possible. Verse toute l'huile de cuisson de la maison sur le pas de la porte et dans l'escalier. Vite, fais vite. Ma sœur est effrayée par mon ton, Xiaorui, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui saisis fermement la main. Sœur, je t'en supplie, fais-moi confiance cette fois. Appeler la police ne sert à rien. Il y a un traître parmi les policiers, il va nous tuer. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Ma sœur regarde mes yeux,
où se lie un désespoir et une folie qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir. Elle acquiesce en tremblant, d'accord, je te crois. Nous agissons rapidement. Ma sœur va à la cuisine prendre le couteau le plus lourd. Moi, je déplace tout ce qui peut servir d'arme dans le salon jusqu'à la porte, vase, table en fer. Les pinces coupantes que papa avait laissées. Ma sœur verse l'huile sur le sol devant la porte. Je dis, sœur, non, verse-la dans l'escalier, le plus possible. Ma sœur, poussant la bouteille d'huile du pied, se précipite dehors et la répand dans l'escalier. C'est à ce moment-là que l'agresseur arrive au 2e étage. Elle voit ma sœur, qui sursaute et lâche la bouteille. La bouteille tombe, l'huile se répand. Elle veut faire demi-tour pour courir, mais glisse et tombe de tout son poids dans l'escalier. L'agresseur lève son marteau. L'agresseur s'avance, chaque pas dans l'huile, mais sa force est telle qu'elle n'en est pas gênée. Je sors en courant, serrant les pinces coupantes dans ma main. Sœur, reviens vite. Ma sœur se relève en luttant, mais l'agresseur est déjà devant elle. Au moment où le marteau s'abat, je lance les pinces de toutes mes forces, frappant le poignet de l'agresseur. Le marteau dévie, heurtant la rampe de l'escalier dans un bruit métallique strident. Ma sœur en profite pour rouler sur le côté et ramper jusqu'à la porte. L'agresseur me regarde. Ses yeux montrant pour la première fois une émotion, une férocité déchaînée. Elle fonce vers nous en marchant dans l'huile. Ma sœur et moi nous cachons à l'intérieur, essayant de fermer la porte, mais l'agresseur l'ouvre d'un coup de pied. En entrant, elle glisse sur l'huile au sol, perd l'équilibre. Son corps massif chancelle. J'attrape un vase et le lui fracasse sur la tête. Ma sœur lève le couteau et lui tranche le bras. Mais en vain, elle est trop forte. L'agresseur attrape le poignet de ma sœur d'une main, le tord violemment, et le couteau tombe à terre. Puis elle brandit le marteau et frappe la poitrine de ma sœur. Ma sœur s'effondre. Je me jette pour la sauver, mais l'agresseur me repousse d'un coup de pied. Je heurte le mur. Une douleur atroce aux côtes, la vue qui s'obscurcit. L'agresseur s'approche de moi. Lève le marteau. De dernière force, je lui demande, pourquoi veux-tu nous tuer? L'agresseur ne répond pas. Le marteau s'abat. Juste avant que ma conscience ne s'évanouisse. Une seule pensée me traverse l'esprit, à nous deux, ma sœur et moi, nous ne pouvons pas la vaincre. J'ai besoin d'aide, de quelqu'un de vraiment combatif dans cet immeuble. Les voyous du 3e étage, inutile. Ils ne pensent qu'à se sauver. Mais au 5e étage vit quelqu'un. Un ancien combattant à la retraite, dit-on, qui a participé à la guerre de défense contre le Vietnam. J'ouvre les yeux pour la 5e fois. Balcon, pot de fleurs, comptage. Cette fois, je vais trouver ce vétéran. J'entraîne ma sœur dehors en courant. Direction le 5e étage. Ma sœur, essoufflée, demande, Xiaorui, où allons-nous? Voir cette personne. Debout devant la porte du vétéran, au 5e étage, je frappe de toutes mes forces. Une voix âgée et prudente parvint de derrière la porte. Qui est-ce? Je pris une profonde inspiration. Je crie un nom que j'avais vu dans les dossiers de mon beau-frère après 10 ans de traque. Grand-père Zagne, je suis Xiaorui du 2e étage. S'il vous plaît, sauvez-nous, sauvez Xiaojun. Grand-père Zagne, vous êtes là? Soudain, le silence tomba derrière la porte. Xiaojun était le nom du petit-fils du vieux soldat, mort prématurément. La porte s'ouvrit brusquement. Le vieux soldat Zhang Goqian se tenait sur le seuil, ses yeux troubles fixés sur moi. Comment connais-tu le nom de Xiaojun? Je haletais. Grand-père Zagne, le surnom de Xiaojun était Junois. À 5 ans, il adorait votre porc braisé. Il disait qu'il voulait devenir soldat quand il serait grand. Les mains du vieux soldat se mirent à trembler. Toi, qui es-tu vraiment? Je n'avais pas le temps d'expliquer. Des pas lourds montaient depuis le rez-de-chaussée. Le criminel était déjà à l'étage. Grand-père Zagne, il y a un meurtrier en bas. Il veut me tuer, moi et ma sœur, pour nous réduire au silence. Je sais que vous ne voulez pas vous mêler de ça, mais Xiaojun vous regarde du ciel. Il espère que vous pourrez nous sauver. Les yeux du vieux soldat s'embuèrent instantanément. Il rentra chez lui et en ressortit avec un couteau de chasse rouillé. Cachez-vous chez moi et verrouillez la porte. Ma sœur voulait parler, je la retins. Grand-père Zagne, faites attention. Le vieux soldat ne répondit pas. Il se planta à l'entrée des escaliers, le couteau à la main, le dos droit comme une barre. Le criminel apparut au palier, traînant son marteau. En voyant le vieux soldat, il marqua un temps d'arrêt. Le vieux soldat dit froidement. Jeune homme, pose ton arme. J'ai été soldat pendant 20 ans, je ne veux pas ajouter du sang à ces vieux os. Le couteau de chasse entailla le bras du criminel, le sang gicla. Le criminel recula sous la douleur. Son regard devint encore plus féroce. Les deux hommes s'affrontèrent dans l'étroit couloir. Le vieux soldat était âgé. Mais son expérience du combat était riche. Chaque coup de couteau visait avec précision les points vitaux du criminel. La force du criminel était grande. Mais il ne pouvait pas se déployer dans cet espace confiné. Le vieux soldat esquiva plusieurs coups de marteau. Je regardais par l'entraillement de la porte. L'espoir renaissait dans mon cœur. Le vieux soldat était vraiment fort. Il pouvait gagner. Mais à ce moment-là, des pas précipités montèrent du rez-de-chaussée. Il tourna la tête instinctivement. Cette fraction de seconde de distraction suffit. Le marteau du criminel frappa l'épaule du vieux soldat. Il poussa un grognement sourd. Recula en chancelant. Un policier corrompu monta les escaliers, arme au poing. Voyant le criminel couvert de sang et le vieux soldat blessé, il n'hésita pas à appuyer sur la détente. La balle atteignit le dos du vieux soldat. Incrédule, le vieux soldat se retourna vers lui.
Je suis un ancien combattant. Je protégeais des enfants. Le policier corrompu ricana, en réalité, vous avez refusé de déposer votre arme. Conformément à la loi, j'ai fait feu. Le vieux soldat s'effondra lourdement. Le couteau de chasse tomba à terre. Le criminel en profita pour se précipiter vers la porte du 5e étage. D'un coup de marteau, il fit sauter la serrure. Ma sœur hurla et me protégea de son corps. Le criminel entra dans l'appartement, le marteau levé haut. Ma sœur ferma les yeux. Attendant la mort, le marteau s'abattit sur sa tête. Elle tomba dans une mare de sang, ne bougeant plus. Le criminel se tourna vers moi. Je regardais le cadavre de ma sœur, les larmes coulaient sans fin. J'entendais le policier corrompu parler avec le criminel dehors. Dépêche-toi, cette fois c'est trop voyant. Il faut évacuer tout de suite. Le criminel hocha la tête et leva le marteau. Je le fixai intensément, mémorisai l'emplacement de sa blessure à la jambe, mémorisai l'angle sous lequel le vieux soldat avait frappé son bras, mémorisai chacune de ses habitudes avant de balancer le marteau. Le marteau s'abattit. Ma conscience sombra de nouveau dans les ténèbres. Mais cette fois, je retins une phrase, celle que le policier corrompu avait dite, « Dépêche-toi. Cette fois c'est trop voyant, il faut évacuer tout de suite. » Cela signifiait qu'ils avaient un code. Une manière de se contacter. J'ouvris les yeux pour la 6e fois. Balcon, pot de fleurs, arbre. C'était la dernière fois, je le sentais. J'avais suffisamment d'informations. Les faiblesses du criminel, l'identité du policier corrompu, la combativité du vieux soldat. Mais le vieux soldat seul ne suffisait pas. J'avais besoin de plus de temps, il fallait que mon beau-frère revienne. Les fois précédentes, quand ma sœur appelait mon beau-frère, c'était toujours occupé, car il était en mission d'arrestation. Son téléphone en mode silencieux. Les appels normaux ne passaient pas, mais il y avait un numéro qui fonctionnait toujours. La ligne interne du bureau municipal, capable de se connecter directement au canal d'urgence des talkie-walkie de la police. Je tirai ma sœur dans l'appartement. Sœur, ne verrouille pas la porte. Suis-moi à l'escalier de secours du 2e étage. Ma sœur resta figée. Pourquoi? Je pris un fil de fer. Dans la boîte à outils, tout en courant, nous devons coincer le criminel en bas. Gagner du temps, ma sœur et moi. Ma sœur m'aide à serrer le fil de fer. Xiaorui, est-ce que ça va vraiment servir? Je serre les dents et fais un œuf ferme. Chaque minute gagnée compte. Ma sœur, rentre vite à la maison. Utilise le téléphone fixe pour appeler la ligne interne du bureau municipal. Demande directement à être mise en relation avec mon beau-frère. Le talkie-walkie de police de son groupe, canal d'urgence. Ma sœur me regarde, stupéfaite. Comment sais-tu tout ça? Je n'ai pas le temps d'expliquer. En bas, des pas lourds se font déjà entendre. Vas-y, nous courons jusqu'à la maison. Ma sœur compose le numéro en tremblant. Le téléphone sonne 3 fois avant qu'on ne décroche. Une voix masculine sévère retentit à l'autre bout, centre de commandement du bureau municipal, donnez votre matricule. Ma sœur bredouille, je ne suis pas policière. Je suis la femme du commissaire Li Jiango. Je m'appelle Lin Yu. Il y a un problème chez nous. Un meurtrier veut nous tuer. S'il vous plaît, connectez-moi au talkie-walkie de mon mari. L'autre bout reste silencieux une seconde, savez-vous que c'est une ligne d'urgence? Composer ce numéro sans raison engage votre responsabilité pénale. Ma sœur fond en larmes, je le sais. Mais le portable de mon mari ne répond pas. Le tueur va défoncer la porte d'un instant à l'autre. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes au 202, bâtiment 2, cité familiale de l'usine textile, rue Guangming. S'il vous plaît, sauvez-nous. Peut-être que les sanglots de ma sœur étaient trop désespérés. L'homme à l'autre bout cède, attendez, je vous connecte. Quelques secondes plus tard, des bruits confus et la voix anxieuse de mon beau-frère résonnent dans le talkie-walkie. YU, c'est toi? Que se passe-t-il? En entendant la voix de mon beau-frère, ma sœur. Les larmes débordent soudain, Jiango, un meurtrier nous poursuit. Il veut tuer Xiaorui et moi. Reviens vite, je t'en supplie, reviens. La voix de mon beau-frère devient aussitôt acerbe, avez-vous bien verrouillé la porte? À ce moment-là, un énorme bruit d'impact provient de la sortie de secours. Le tueur frappe la porte avec un marteau. J'attrape le talkie-walkie et crie. Beau-frère, nous sommes à la maison, mais la porte ne tiendra pas longtemps. Dépêche-toi. Xiaorui. La voix de mon beau-frère est pleine de stupeur. Tenez bon. J'arrive tout de suite. 10 minutes maximum. La porte de la sortie de secours émet un grincement métallique déchirant. Le fil de fer commence à se rompre. Je repose le talkie-walkie. Ma sœur, nous devons encore gagner du temps. Je me précipite dans la cuisine, je renverse toute l'huile de cuisson. Devant la porte et sur le sol du salon, puis je casse plusieurs verres et disperse les morceaux sur l'huile. Ma sœur comprend mon idée et se met à aider. Nous empilons aussi toutes les chaises et la table de la maison devant la porte pour créer des obstacles. Ma sœur sort la boîte à outils laissée par papa. Elle contient une clé plate, un tournevis, et une petite hache. Bang! La porte de la sortie de secours finit par être défoncée. Le tueur entre dans le couloir en traînant son marteau. Il voit notre porte ouverte et se rue sans hésiter. Dès qu'il pose le pied dans l'entrée, il glisse sur l'huile et les éclats de verre. Le tueur dérape, son corps massif perd l'équilibre et s'écrase lourdement au sol. Le marteau lui échappe et voltige. J'attrape la clé plate et je frappe sa tête. Ma sœur lève aussi la petite hache, mais le tueur réagit très vite. Il attrape mon poignet et me jette violemment contre le mur d'un revers. La hache de ma sœur s'enfonce dans l'épaule du tueur,
mais ne fait que déchirer ses vêtements, sans blessure mortelle. Le tueur donne un coup de poing au visage de ma sœur. Elle tombe, du sang au coin des lèvres. Le tueur se relève pour ramasser son marteau. À ce moment-là, des bruits de pagaille viennent du 3e étage. Le voisin, le frère Wang, réveillé par le vacarme, ouvre sa porte et jette un coup d'œil en bas. Qu'est-ce qui se passe en bas, en pleine nuit? Tu empêches les gens de dormir? Le tueur lève les yeux vers lui. En voyant le tueur couvert de sang, le frère Wang change de visage aussitôt et veut refermer sa porte, mais il est trop tard. L'attention du tueur est détournée. Il traîne son marteau et monte vers l'étage. J'en profite pour tirer ma sœur. Ma sœur, allons au 5e étage chez grand-père Zagne. Nous montons en titubant. Derrière nous, les cris du frère Wang et les bruits de lutte. Je sais que le frère Wang ne tiendra pas longtemps, mais au moins cela nous gagne quelques minutes. Je frappe à la porte du vieux soldat du 5e. Grand-père Zagne, c'est moi, Xiaorui. La porte s'ouvre. Le vieux soldat voit notre état pitoyable et entend le bruit d'en bas. Et comprend aussitôt la situation. Il se retourne et sort un couteau de chasse. Entrez, cachez-vous dans la pièce du fond. Je secoue la tête. Grand-père Zagne, cette fois c'est différent. Il y a une taupe dans la police. Il va vous tirer dans le dos. Vous devez faire attention derrière vous. Le vieux soldat reste interdit. Il me regarde, les yeux pleins de perplexité. Petit bonhomme, qui es-tu vraiment? Je ne réponds pas. Parce que des bruits de pas résonnent à nouveau en bas. Cette fois ce ne sont pas seulement les criminels, mais aussi le policier infiltré. Dans l'escalier, 2 types de pas se font entendre, l'un lourd, l'autre léger. Le criminel monte du 3e étage en traînant son marteau. Couvert de sang, le frère Wang a été éliminé par lui. Et d'en bas, le policier infiltré monte lentement avec une lampe torche, un pistolet à la main. Le vieux soldat se tient à l'entrée de l'escalier. Serre le couteau de chasse. Je tire ma sœur derrière lui et murmure. Grand-père Zagne, celui en bas en uniforme de police est le plus dangereux. Il va vous tirer dessus quand vous ne regardez pas. Le vieux soldat ne se retourne pas, il hoche simplement la tête. J'ai compris. Le criminel arrive le premier au 5e étage. Il voit le couteau de chasse à la main du vieux soldat. Une lueur de méfiance traverse son regard. Les deux s'affrontent, aucun ne bouge le premier. À ce moment, le policier infiltré monte aussi. Il tient son pistolet et sa lampe torche. Voyant la scène, il arbore une expression professionnelle, ne bougez pas. Mon vieux, posez votre arme. Je suis policier. Le vieux soldat dit froidement, cet homme est un meurtrier. Je protège les enfants. Le policier infiltré s'approche de quelques pas, je sais, mais vous détenez une arme blanche, c'est aussi illégal. Posez le couteau, laissez-moi gérer. Relâchez un peu. L'enfant crie. Grand-père Zagne, ne le croyez pas, il est de mèche avec le criminel. Le visage du policier infiltré change. Les enfants, ne dites pas n'importe quoi. Je le pointe, tu t'appelles Liu Wei. Ton matricule est 025143. Tu as été envoyé par le centre d'appel pour faire le ménage. Tu n'as pas de code secret. Le criminel vient de t'appeler. Le regard du policier infiltré devient soudain glacial. Petit diable, tu en sais trop. Il arrête de faire semblant et pointe directement son arme sur le dos du vieux soldat. Le vieux soldat, ayant entendu mes paroles, était déjà sur ses gardes. Au moment où l'autre appuie sur la détente, il se tourne brusquement. La balle frôle l'épaule du vieux soldat et frappe le mur. Le vieux soldat fait une roulade, le couteau de chasse glisse vers le poignet du policier infiltré. Le policier infiltré pousse un cri de douleur, son pistolet tombe au sol. Le criminel en profite pour balancer son marteau sur le vieux soldat. Celui-ci n'a pas le temps d'esquiver et part avec son couteau de chasse. La violence du choc lui engourdit le poignet, les 3 hommes s'affrontent dans un combat confus. Le vétéran, seul face à 2 adversaires, perd peu à peu l'avantage. Le policier ripoux, une main ensanglantée, sort de sa ceinture un pistolet de secours. Il vise le vétéran. Je vois l'arme tomber par terre. Sans réfléchir, je me jette pour la ramasser. Le pistolet est lourd, je le tiens à 2 mains. Je le pointe vers le policier ripoux. Ne bouge pas, tout le monde est figé. Le policier ripoux ricane, gamin, tu sais tirer? Non, mais ma main tremble, mon index est déjà sur la détente. Ma sœur veut se précipiter pour m'arracher l'arme. Je crie, sœur, ne viens pas. À cet instant, des bruits précipités de pas et des coups de feu montent du rez-de-chaussée. La 3e équipe arrive sur place, elle monte les escaliers. C'est mon beau-frère. Mon beau-frère arrive avec du renfort. Le visage du policier ripoux se décompose, il échange un regard avec la coupable. Vite, on se tire. La coupable se retourne pour fuir par l'escalier de secours. Le vétéran, rassemblant ses dernières forces, se jette sur elle. Une lame s'enfonce dans la cuisse de la coupable. Elle pousse un cri de douleur, puis frappe le vétéran à la poitrine avec son marteau. Le vétéran crache du sang et s'effondre. Le policier ripoux, tremblant, braque son arme sur moi. Petit morveux, c'est toi qui fous tout en l'air. Le coup part. Mais la balle ne m'atteint pas. Ma sœur se jette devant moi, la balle la frappe à l'épaule. Ma sœur s'effondre dans mes bras, son sang tache ses vêtements. Mes yeux deviennent rouges instantanément. Je lève le pistolet que je tiens, vise le policier ripoux, et appuie sur la détente. Non. Le recul me fait tomber à terre, la balle rate sa cible. Elle effleure juste l'oreille du policier ripoux, mais ce coup lui fait peur. Il n'ose plus s'attarder. Il tourne les talons et s'enfuit avec la coupable par l'escalier de secours. Mon beau-frère monte au 5e étage avec 3 agents, voit les flaques de sang et ma sœur allongée.
Son visage devient livide. YQYQ. Ma sœur dit faiblement. Jiangang, je vais bien. Vite, poursuit la coupable. Ils sont partis par l'escalier de secours. Mon beau-frère laisse 2 agents avec nous et se lance à leur poursuite avec un autre. Je tenais ma sœur dans mes bras, regardant la blessure sur son épaule, les larmes coulaient sans s'arrêter. Sœurette, pardon, c'est de ma faute. Elle caressa ma tête. Petit idiot, ça va, tu nous as sauvés. Le vieux soldat gisait par terre, la poitrine enfoncée, le souffle faible. Je rampais jusqu'à lui et pris sa main. Grand-père Zagne, ne mourrez pas. L'ambulance arrive bientôt. Le vieux soldat me regarda, un sourire aux lèvres. Petit bonhomme, tu es très courageux. Si Xiaojin était encore en vie. Il aurait ton âge. Sa main se relâcha lentement, sa tête pencha sur le côté. Il ne respirait plus. Je tombe à genoux, regardant le corps du vieux soldat. Mon cœur était plein de culpabilité et de colère. Cette fois, j'ai sauvé ma sœur. Mais le vieux soldat est quand même mort. Et le criminel et le complice se sont enfuis. Mon beau-frère et son équipe se sont lancés à leur poursuite dans la cage d'escalier de secours. Entraînant le garde restant, je les ai suivis. Le garde voulut m'arrêter, je criai, je sais pas où ils vont fuir. J'ai vu l'itinéraire de fuite du criminel. Ce n'était pas un mensonge. Dans ma vie antérieure, mon beau-frère l'a traqué pendant 10 ans. J'étais sur le siège passager, j'ai regardé cet itinéraire d'innombrables fois. Sous cet immeuble, il y a un abri anti-aérien abandonné qui mène directement à la vieille gare, à 3 km. Je courus dans la cage d'escalier et vis mon beau-frère hésitant à l'entrée des marches. Ils montent ou descendent? Halté-je. Ils descendent. Le sous-sol a un abri anti-aérien qui mène à la vieille gare. Mon beau-frère me jeta un coup d'œil. Ne posa pas de questions, et emmena son équipe vers le sous-sol. Je suivais en dernier. Tenant encore le pistolet que j'avais ramassé tout à l'heure. Le sous-sol était plongé dans l'obscurité. Mon beau-frère alluma une lampe torche. Le faisceau éclaira les murs humides. Devant, des pas précipités retentirent. Le criminel et le complice fuyaient. Mon beau-frère leva son arme et cria « Halte !» Si vous continuez, je tire. Une détonation lui répondit. La balle frappa le mur à côté de lui. Mon beau-frère riposta immédiatement. Les coups de feu étaient assourdissants dans les 3 sous-sols. Nous les poursuivîmes dans l'abri anti-aérien, encore plus sombre. Mon beau-frère s'arrêta. Beau-frère. Une voix douloureuse vint d'en dessous d'une bouche d'aération. Ma jambe est cassée. Poursuivez, ne vous occupez pas de moi. Mon beau-frère serra les dents et continua. Il ne restait plus que lui, un autre agent et moi. L'abri devenait de plus en plus étroit. Nous devions avancer courbés. Soudain, plus aucun bruit de pas devant. Mon beau-frère s'arrêta, sur ses gardes. Attention, ils ont peut-être tendu une embuscade. À peine eut-il fini de parler. Qu'une silhouette surgit de l'obscurité. C'était le criminel, brandissant un marteau pour frapper mon beau-frère. Mon beau-frère n'eut pas le temps de tirer, il bloqua avec sa lampe torche. Le marteau brisa la lampe. L'obscurité totale les enveloppa. Dans la mêlée, le criminel plaqua mon beau-frère au sol. Le marteau se leva haut. L'autre agent voulut aider, mais le policier complice le prit par derrière. Ils roulèrent à terre, en lutte. Je levai mon pistolet, visant le criminel. Mais ma main tremblait violemment. J'avais peur de toucher mon beau-frère. À ce moment-là, je me souvins du combat du vieux soldat dans ma vie antérieure, de son poignard planté dans la cuisse du criminel. C'était son point faible. Sa jambe droite avait une ancienne blessure derrière le genou. J'ajustai mon angle, visant la jambe droite du criminel. Je pressai la détente. PFF. La balle toucha son genou. Le criminel poussa un cri de douleur. Le marteau dévia de sa trajectoire. Mon beau-frère en profita pour lui donner un coup de poing au menton. Il se retourna et le maîtrisa. De l'autre côté, le policier complice sortit un couteau. Il planta l'agent dans le ventre. L'agent cria et s'effondra. Le policier complice tourna les talons pour fuir. Mon beau-frère leva son arme et tira, mais le criminel se débattit soudain, heurtant le bras de mon beau-frère. La balle manqua sa cible. Le policier complice disparut dans l'obscurité. Mon beau-frère voulut le poursuivre. Mais le criminel agrippait fermement sa jambe. Mon beau-frère frappa le visage du criminel à coups de poing. Le criminel. Qui es-tu? Pourquoi tu es? Le criminel cracha du sang. Et dit d'une voix rauque, je fais ça pour de l'argent. Ceux qui veulent vraiment tuer sont d'autres personnes. Mon beau-frère resta interdit. Qui? Le criminel ricana, tu crois que tout s'arrête quand tu m'attrapes? Ce n'est que le début. Ils ne laisseront pas ces 2 enfants en vie, car ce qu'ils ont vu ne se limite pas à mon meurtre. Avant qu'il puisse finir sa phrase, un coup de feu retentit. La tête du criminel explose, baignant dans une mare de sang. Beau-frère se retourne brusquement. Il aperçoit dans l'ombre le policier Ripou, le canon de son arme encore fumant. Le Ripou dit froidement. Il parlait trop. Beau-frère lève son arme, mais le Ripou est plus rapide. Il appuie sur la détente, la balle atteint l'épaule de beau-frère. Li Jiango. Tu n'aurais pas dû te mêler de ça. Je lève mon arme, la pointant vers le Ripou. Lâche-moi. Le Ripou tourne la tête, me voit. Il ricane, gamin, il te reste des balles? J'appuie sur la détente. Un déclic. Plus de balles? Le Ripou éclate de rire, puis braque son arme sur moi. À cet instant, le coéquipier blessé se jette soudain du sol, agrippant la jambe du Ripou. Le Ripou tire une balle dans le dos du coéquipier, mais celui-ci ne lâche pas, mort ou vif. Beau-frère en profite pour bondir, arracher l'arme du Ripou. Les 2 roulent au sol, en lutte. Je me précipite pour aider,
frappant la tête du ripou avec mon arme vide. Au passage. Beau-frère assomme le ripou d'un coup de poing et le menotte. Nous nous effondrons au sol. Beau-frère presse sa plaie à l'épaule, regarde le cadavre de Xianfan. Putain. Il n'a pas encore révélé qui est le commanditaire. Je fixe les yeux grands ouverts de Xianfan, une inquiétude soudaine monte en moi. Xianfan disait que ses 2 enfants n'ont pas vu seulement un meurtre. Quoi d'autre? Je tente de me rappeler cette image. Que avais-je donc vu depuis le balcon? Outre Xianfan qui cachait le corps, il y avait. Une image traverse soudain mon esprit. Une berline noire garée en bas de l'immeuble, une personne assise à l'intérieur. Cette personne, je crois l'avoir déjà vue quelque part. Mes pensées sont interrompues par un vertige aigu. Une oppression étouffante serre ma poitrine, tout se tord autour de moi. J'ouvre brusquement les yeux. Je suis de retour sur le balcon, la main sur le pot de fleurs. L'homme en bas lève la tête. 6, 5, 4, 3. Mais cette fois, c'est différent. Une image supplémentaire s'impose dans mon esprit. Cette berline noire, et la silhouette floue à l'intérieur. Je dois voir son visage. Car c'est lui le véritable commanditaire. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Je dois d'abord sauver tout le monde. Les tentatives précédentes m'ont appris que se cacher ou se battre de front mène à la mort. J'ai besoin d'un plan parfait. Je me tourne vers ma sœur, écoute-moi. À partir de maintenant, tu fais exactement ce que je dis. Pas une seule erreur. Ma sœur, effrayée par mon air sérieux, demande, Xiaorui, qu'est-ce qui arrive? Je prends une profonde inspiration, sœur, on n'a plus le temps. Va chercher du fil de fer tout de suite. Suis-moi au 2e étage par la sortie de secours. Attache bien la porte. Ensuite, rentre à la maison et verse de l'huile. Répands des éclats de verre, le plus possible. Ma sœur veut demander pourquoi. Je la coupe, sœur, je t'en supplie, fais-moi confiance une dernière fois. Si tu ne me crois pas, nous allons tous mourir. Ma sœur regarde dans mes yeux un désespoir et une détermination qui dépassent mon âge. Elle hoche la tête, d'accord. Nous agissons vite, nous enroulons du fil de fer autour de la porte de la sortie de secours. Puis nous rentrons et versons toute l'huile devant la porte et sur les escaliers, en répandant d'éclats de verre partout. Après cela, je prends ma sœur par la main, sœur, appelle maintenant la ligne interne du commissariat. Ma sœur compose le numéro d'une main tremblante. Elle répète les paroles que je lui ai apprises. L'interlocuteur hésite quelques secondes, puis finit par répondre. La voix de beau-frère résonne dans le talkie-walkie. Allô? Ma sœur, en pleurs, dit, Jiango, lotissement de l'usine textile de Guangminglu, bâtiment 202. Un meurtrier veut nous tuer. Reviens vite. La voix de beau-frère se tend instantanément. Verrouillez la porte, j'arrive. Je prends le talkie-walkie, beau-frère, quand tu viendras avec ton équipe. Fais attention aux premiers agents de patrouille. Il y a une taupe parmi eux. Liu Wei, matricule 02143. Il va aider le criminel à éliminer les témoins. Un silence d'une seconde à l'autre bout. Xiaorui, comment sais-tu tout cela? Je n'ai pas le temps d'expliquer. Beau-frère, fais-moi confiance. Aussi, le criminel va fuir par l'abri anti-aérien souterrain. Va directement l'attendre à la sortie du Tigre. Ne le poursuis pas dans l'abri, il y a une embuscade. Beau-frère prend une profonde inspiration, compris. Protégez-vous. 10 minutes, je serai là. Je pose le talkie-walkie, prends ma sœur par la main. Sœur, on va au 5e étage chercher grand-père Zagne. Mais cette fois, on ne le laisse pas se battre seul. Nous montons en courant au 5e étage. Je frappe à la porte du vétéran. Il ouvre et nous voit. Avant qu'il ne parle, je prends les devants et dis. Le vétéran me regarde dans les yeux, reste silencieux quelques secondes, puis finit par hocher la tête. D'accord, on fait comme tu dis. Nous commençons à installer le piège. Le vétéran trouve la corde en nylon chez lui. Au coin de l'escalier, un fil de déclenchement est apparu. Je demande à ma sœur de verser de l'huile sur les escaliers du 5e au 4e étage. Elle verse aussi de l'huile. Le vétéran se cache à l'entrée du 4e étage, un couteau de chasse à la main. Après cela, je dis, sœur, cachez-vous au 4e étage avec grand-père Zagne. Je vais au 3e étage réveiller frère Wang. Ma sœur s'affole, non, c'est trop dangereux. Je dois y aller, sœur. Même si frère Wang est lâche, il a des trucs chez lui. Ça peut nous faire gagner du temps. Attendez ici, je reviens vite. Je dévale au 3e étage et frappe fort à la porte de frère Wang. Frère Wang, ouvre vite. Il y a un meurtrier en bas, il monte, la porte s'entr'ouvre. Frère Wang passe la tête, gamin, qu'est-ce que tu racontes en pleine nuit? Je pointe vers le bas. Ne crois pas? Regarde toi-même, il arrive. Frère Wang se penche et regarde en bas. Il voit justement la criminelle traînant un marteau de forgeron monter les escaliers. Le visage de frère Wang change instantanément. Xiao Guan. Je saisis fermement le cadre de la porte, frère Wang, fermer la porte ne servira à rien. Il sait qu'il y a des gens dans cet immeuble qui l'ont vu tuer. Il fouillera porte par porte. Soit tu nous aides, soit tu attends de te faire tuer. Frère Wang hésite. Finalement, il serre les dents et dit, merde, je vais me battre avec lui. Il se tourne et rentre chez lui. Il en sort une barre de fer et une bouteille de spray au poivre. Je dis, frère Wang, ne l'affronte pas de front. Quand il montera et glissera sur l'huile, lui balance le spray au poivre, puis tu files vite. Frère Wang hoche la tête et jure, aujourd'hui, je risque le tout pour le tout. Les pas de la criminelle se rapprochent. Je me cache derrière frère Wang, mon cœur bat si fort qu'il va exploser. La criminelle monte au 3e étage, voit la barre de fer que tient frère Wang, son expression devient encore plus féroce. Elle lève le marteau.
Frère Wang recule, effrayé. À cet instant, de la sortie de secours au deuxième étage, un grand bruit d'impact se fait entendre. La criminelle est distraite. Elle se tourne et regarde en bas. J'en profite pour crier « Frère Wang ». Maintenant, Frère Wang lance le spray au poivre au visage de la criminelle. La criminelle pousse un cri de douleur, se couvre les yeux. Nous en profitons, Frère Wang et moi, pour courir vers l'étage supérieur. Elle marche sur l'huile, glisse. Nous arrivons au 4e étage. Le vétéran est prêt. La criminelle se relève et continue de poursuivre, mais je sais que le premier à monter sera sûrement le traître. Les pas se rapprochent, le faisceau d'une lampe torche éclaire depuis le bas. Le patrouilleur traître Liu Wei, lampe torche à la main, monte les escaliers pas à pas, un pistolet à la main. Vous, là-haut, écoutez. Je suis policier. Posez vos armes. Le vétéran entend la voix du policier et par réflexe veut poser son couteau de chasse. Je lui saisis fermement la main. Je murmure, grand-père Zagne, le crois pas, c'est le traître. Quand il montera, il te tirera dessus. Le vétéran hésite, mais il serre plus fort son couteau. La criminelle voit le patrouilleur traître monter, une lueur de soulagement passe dans ses yeux. Elle se traîne en haut, tenant sa cuisse qui saigne. Le patrouilleur traître lève son arme, le faisceau éclaire le vétéran. Il donne un dernier avertissement. Pose le couteau. Le vétéran ne bouge pas, répond froidement. Cette personne est une meurtrière, je protège les enfants. Le patrouilleur traître ricane. Ce n'est pas à toi de faire justice toi-même. Obstruction à la fonction publique, agression sur agent. J'ai le droit de t'abattre. Il lève son pistolet et vise le vétéran. Je sais qu'il va tirer, mais cette fois, je suis préparé. Caché dans le coin sombre de l'escalier, je prends une profonde inspiration et crie fort. Dépêche-toi, cette fois c'est trop gros, on doit t'évacuer immédiatement. C'est le code que j'ai entendu dans ma vie antérieure entre le traître et la criminelle. Le corps du patrouilleur traître se fit instantanément. Il tourne brusquement la tête vers ma cachette, qu'est-ce que tu dis? Je continue de crier, les témoins ont-ils été éliminés? Les supérieurs sont très pressés. La criminelle ricane aussi. Elle regarde le patrouilleur traître, les yeux pleins d'interrogation. Le visage de Liu Wei, l'agent double, changea. Il réalisa qu'il était démasqué. Le vétéran aussi comprit. Ce policier était vraiment suspect. À l'instant où Liu Wei hésitait, des bruits précipités montèrent du rez-de-chaussée. Des pas et des bruits de talkie-walkie. La troisième équipe arrivait, montant les escaliers. C'était le beau-frère. Liu Wei pâlit. Il savait que s'il n'agissait pas tout de suite, il serait trop tard. Il leva son arme vers le vétéran, prêt à appuyer sur la gâchette. Mais le vétéran était préparé. Il se jeta brusquement sur le côté. La balle frappa le mur. Le frère Wang en profita pour frapper le dos de Liu Wei avec une barre de fer. Liu Wei tituba, se retourna et tira sur la jambe du frère Wang. Le frère Wang s'effondra en criant de douleur. Profitant de la confusion, le criminel leva son marteau et frappa le vétéran. Le vétéran para avec son couteau de chasse. Les deux hommes se battirent de nouveau. Le beau-frère monta avec 3 agents. Voyant le chaos, il leva immédiatement son arme. Ne bougez plus. Liu Wei aperçut le beau-frère et arbora instantanément une expression professionnelle. Capitaine Li, vous arrivez à point. Ce vieillard attaquait avec un couteau. Je suis en train de le maîtriser. Le beau-frère regarda le criminel couvert de sang. Puis il observa Liu Wei. Liu Wei, pourquoi ton arme est-elle pointée sur le vieillard? Liu Wei resta interdit. Il refusait de déposer son arme. Je l'ai averti. Je sortis de l'ombre. Beau-frère. Ne le crois pas. C'est l'agent double. Il est de mèche avec le criminel. Ils ont un code secret. Ce que j'ai crié tout à l'heure était leur phrase de reconnaissance. Le beau-frère me regarda. Xiaorui, tu es sûr? Je hochai la tête. Beau-frère, vérifie son historique d'appel. Il a forcément téléphoné au criminel. Le visage de Liu Wei devint livide. Il pointa soudain son arme sur moi. Gamin. Tu as tout gâché. Le beau-frère réagit instantanément et pointa son arme sur Liu Wei. Liu Wei, baisse ton arme. Liu Wei regarda. Li Jianguo, tu crois que m'arrêter mettra fin à tout ça? C'est bien plus complexe que tu ne l'imagines. Des gens en haut veulent faire taire tout le monde. Vous allez tous mourir. Il appuya sur la gâchette. La balle fonça vers moi. Ma sœur dévala du 4e étage et se jeta sur moi. La balle la toucha dans le dos. Le beau-frère poussa un rugissement et tira, atteignant Liu Wei au bras. L'arme de Liu Wei tomba. Se tenant le bras, il tenta de fuir mais 2 agents le maîtrisèrent dans l'ombre. Voyant l'agent double capturé, le criminel comprit que tout était perdu. Il tenta de s'enfuir par la issue de secours. Le vétéran rassembla ses dernières forces et se jeta sur lui. Son couteau de chasse planta la cuisse du criminel, qui s'effondra en hurlant. Le beau-frère accourut, donna un coup de pied pour faire voler le marteau, et appuya son arme sur la tête du criminel. Ne bouge pas. Je tenais ma sœur dans mes bras, son dos saignait abondamment. Sœur, ne meurs pas. L'ambulance arrive bientôt. Ma sœur sourit faiblement. Xiaorui, ça va. Juste un peu de douleur. Le beau-frère arriva en courant. En voyant la blessure de ma sœur, ses yeux devinrent rouges. Sa voix s'étrangla. J'appelle tout de suite une ambulance. Il sortit son talkie-walkie pour demander des renforts, puis ôta sa veste pour étancher le sang de ma sœur. Je regardais le visage pâle de ma sœur, les larmes coulaient sans fin. Cette fois-ci, j'avais sauvé ma sœur, sauvé aussi le vétéran et le frère Wang. Le criminel et l'agent double étaient arrêtés. Mais je savais que ce n'était pas fini. L'homme dans la berline noire était le véritable instigateur.
Le beau-frère plaqua le criminel et demanda froidement. Dis-moi, qui t'a ordonné de tuer? Le criminel baissa la tête, sans répondre. Le beau-frère le frappa au visage. Parle. Le criminel releva la tête, du sang coulant de sa bouche. Il ricana, les dents serrées. Tu crois que je vais vous le dire? Si je parle, toute ma famille sera tuée. Le regard du beau-frère se glaça. Alors attends-toi à la peine de mort. Le criminel éclata soudain de rire. Peine de mort? Tu crois que je vais sortir vivant de cet immeuble? À peine avait-il fini sa phrase qu'un coup de feu retentit en bas. Tout le monde resta figé. La détonation résonna dans la cage d'escalier. Tous étaient stupéfaits. Le beau-frère se méfia aussitôt. Il pointa son arme vers le bas des marches. Qui est en bas? Une voix inconnue répondit. Ne vous inquiétez pas. Je suis de l'équipe d'inspection municipale. J'ai entendu dire qu'il y avait une grosse affaire ici. Je viens en renfort. Un homme d'âge moyen en civil monta les escaliers. Il tenait une carte d'identité et un pistolet, la quarantaine, visage carré. Le regard perçant, mon beau-frère vérifia ses papiers et fronça les sourcils. Unité d'inspection? Je n'ai pas été averti. L'homme d'âge moyen sourit. Urgence, pas le temps de prévenir. Je m'appelle Zhan Ming. Tout à l'heure en bas, j'ai vu quelqu'un tenter de fuir, j'ai tiré un coup de semonce. Il s'approcha, parcourut du regard le criminel, le complice et les agents. On dirait que vous avez attrapé les coupables. Bien. Je fixai cet homme surgit de nulle part. Une vive inquiétude monta en moi. Sa voix, je l'avais déjà entendue quelque part. Mon beau-frère dit, Capitaine Zhan, ces deux personnes sont suspectées de meurtre avec préméditation. Et de complicité. Je compte les emmener au poste pour interrogatoire. Zhan Ming acquiesça. C'est normal. Mais avant cela, je dois leur poser quelques questions. Il s'avança vers le criminel, s'accroupit. Comment t'appelles-tu? Le criminel leva la tête, vit le visage de Zhan Ming, et une lueur de peur traversa ses yeux. Il ouvrit la bouche, voulut parler. Soudain, Zhan Ming sortit son arme. Il visa la tête du criminel. Bang! La tête du criminel explosa, il s'effondra dans une mare de sang. Tout le monde resta stupéfait. Mon beau-frère braqua son arme sur Zhan Ming. Qu'est-ce que tu fais? Zhan Ming, impassible, dit, il tentait d'agresser un agent pour lui voler son arme. Légitime défense. Mon beau-frère hurla, mensonge. Il était menotté. Comment aurait-il pu voler ton arme? Zhan Ming tourna son canon vers mon beau-frère. Li Jianguo, mêle-toi de tes affaires. Les deux autres agents braquèrent aussi leurs armes. Sur Zhan Ming, l'atmosphère devint électrique. Je me souvins enfin. Cette voix, c'était celle que j'avais entendue au téléphone, cette nuit-là, quand le criminel répondait. La voix au bout du fil. Je criai, beau-frère, attention. C'est lui le cerveau. Zhan Ming tourna son regard vers moi, ses yeux devinrent glacials. Gamin, t'en sais trop. Il se tourna vers moi. Mon beau-frère voulut tirer, mais Zhan Ming fut plus rapide, une balle dans la jambe de mon beau-frère. Mon beau-frère tomba. Les deux autres agents ouvrirent le feu. Zhan Ming roula pour esquiver. Tout en ripostant. Un agent touché s'effondra. Le vieux soldat en profita pour se jeter sur Zhan Ming. Un poignard de chasse visant son dos. Zhan Ming réagit très vite, esquiva sur le côté. Tira une balle dans l'épaule du vieux soldat, qui tomba. Zhan Ming s'approcha de lui. Prêt à l'achever. Je ramassai le pistolet tombé à terre et le braquai sur Zhan Ming. Lâche grand-père Zhan. Zhan Ming s'arrêta, se retourna vers moi. Il rit. Petit, tu es vraiment courageux. Mais tu ne vas pas tirer. Mes mains tremblaient, mon index sur la détente. Zhan Ming s'approcha pas à pas. Tu sais ce que tu as vu sur le balcon, cette nuit-là? Tu n'as pas seulement vu un meurtre, tu as aussi vu ma voiture, mon visage. Je m'efforçai de me rappeler cette nuit pluvieuse, une berline noire, la vitre baissée. Un visage. Le sien. Cet homme devant moi. Zhan Ming poursuivit, l'homme qui a été tué était un témoin protégé. Il détenait des preuves qu'il n'aurait pas dû avoir. J'avais tout planifié à la perfection. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous me voyez. Mon beau-frère, serrant sa blessure à la jambe, gronda entre ses dents. Qui es-tu vraiment? Zhan Ming rit, peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé ici ce soir. Le criminel a résisté à son arrestation. Agression et vol d'armes, causant plusieurs blessés et morts. Et moi, je suis le héros qui a battu le criminel. Il braqua son arme sur moi. Petit, tu n'aurais pas dû voir ça. Je fermai les yeux et pressai la détente. Pan. La balle dévia, ne fit qu'érafler l'épaule de Zhan Ming. Son visage changea. Il pressa aussi la détente. À cet instant, une silhouette bondit. Se plaça devant moi. C'était ma sœur. Elle me protégea de son corps. La balle la frappa en pleine poitrine. Ma sœur s'effondra dans mes bras, du sang aux lèvres. Xiao Rui, cours. Je tiens ma sœur dans mes bras. Les larmes brouillent ma vue. Zhan Ming s'approche pour achever son coup. Soudain, des bruits de pas nombreux et des cliquetis de chargeurs retentissent en bas. Les renforts de la police armée arrivent. Tout le monde, ne bougez plus. Le visage de Zhan Ming blêmit. Elle jette un coup d'œil en bas, puis vers nous, avant de se retourner et de s'enfuir par la cage d'escalier de secours. Mon beau-frère se relève en rampant et crie aux autres membres de l'équipe, vite, rattrapez-la. Ne la laissez pas s'échapper. Les membres de l'équipe poursuivent. Mon beau-frère rampe jusqu'à ma sœur. YQYQ, ne meurs pas. L'ambulance arrive bientôt. Ma sœur regarde mon beau-frère, sourit faiblement, puis éclate en sanglots déchirants. Non, non. Sœur, ne meurs pas.
Je t'en supplie, ne meurs pas. Mais ma sœur ne me répondra plus jamais. Je lève la tête. Je fixe la direction de la cage d'escalier de secours, les yeux pleins de haine. Zhan Ming. Je te tuerai, c'est juré. Je me lève et ramasse le pistolet par terre. Je cours vers la cage d'escalier. Mon beau-frère crie, Xiaorui. Reviens. Ne prends pas ça. Mais je ne m'arrête pas. Je dois tuer cette personne de mes propres mains, venger ma sœur. Je me précipite dans la cage d'escalier. Devant moi, des coups de feu et des bruits de course. Je suis le bruit et descends jusqu'au sous-sol. Dans l'obscurité, la silhouette de Zhan Ming disparaît au fond du tunnel anti-aérien. Je serre le pistolet et pénètre dans les ténèbres. Cette fois, c'est soit lui, soit moi. Le tunnel anti-aérien est plongé dans une obscurité totale. J'allume la lampe torche de mon téléphone. Une feu lueur éclaire quelques mètres devant moi. Un bruit de pas provient de l'avant. Et la voix d'un membre de l'équipe qui crie « Halte ! Sinon on tire !» Un coup de feu retentit, suivi d'un cri de douleur. J'accélère le pas. Au détour d'un virage, je vois un membre de l'équipe allongé par terre, touché à la poitrine. Il ne respire plus. Je serre le pistolet dans ma main et continue d'avancer. Le tunnel se rétrécit, l'air est humide et glacial. Les murs sont couverts de mousse. Soudain, la voix de Zhan Ming résonne devant, « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Je ne réponds pas. Je marche en direction de sa voix. Zhan Ming poursuit, « La mort de ta sœur n'est pas de ma faute. C'est la faute de ce curieux. Si vous n'aviez rien eu au début, vous seriez encore en vie. Ne dis pas ça. Tu as tué ma sœur, tu dois payer de ta vie. » Zhan Ming grille. « Toi, un enfant de 7 ans ?» À peine a-t-il fini sa phrase qu'une lueur de coups de feu jaillit dans l'obscurité. Une balle effleure mon oreille. Effrayé, je me jette à terre. Le téléphone tombe, la lumière s'éteint. L'obscurité totale m'enveloppe. Je n'entends plus que ma respiration haletante et battement de mon cœur. Les pas de « Petit, sors de là. Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Je tâte le sol et rampe vers un embranchement. Ma main touche quelque chose de froid. C'est la lampe torche du membre d'équipe tombé. Je la ramasse. Mais je ne l'allume pas. Je continue à ramper. Les pas de Zhan Ming s'arrêtent à l'endroit où j'étais. Il me cherche. Je retiens mon souffle, immobile. Le temps semble s'arrêter. J'entends la respiration de Zhan Ming. Il est à moins de 5 mètres de moi. Soudain, la voix de mon beau-frère résonne au loin, « Xiaorui. Où es-tu » Zhan Ming se tourne immédiatement et tire en direction de la voix. J'en profite pour allumer la lampe torche. Le faisceau éclaire le dos de Zhan Ming. Il se retourne brusquement. Il pointe son arme vers moi. J'appuie aussi sur la détente. 2 coups de feu retentissent presque en même temps. Je ressens une vive douleur à l'épaule. La balle effleure ma peau. Ma balle touche la jambe de Zhan Ming. Il pousse un grognement sourd et tombe à genoux. Je me relève en rampant. Je pointe mon arme vers lui. Zhan Ming me vise aussi. Nous nous faisons face. « Xiaorui, veux-tu vraiment me tuer » halète Zhan Ming. « Sais-tu ce que c'est que de tuer ? Cela deviendra ton cauchemar pour toujours. » Ma main tremble. Mais mon regard reste déterminé. Et puis il y en aura d'autres. Ils ne te laisseront pas en vie. Je m'en fiche. Aujourd'hui, tu dois mourir. Alors que je m'apprête à appuyer sur la détente. La voix de mon beau-frère résonne derrière moi, « Xiaorui, ne tire pas. » Je me retourne. Quand j'ai vu mon beau-frère arriver en boitant, suivi de 2 agents, il s'est approché de moi. En appuyant sur mon bras quand je levais l'arme, « Xiaorui, donne-moi le flingue. » Je le prends. « Beau-frère, il a tué ma sœur. Je veux le tuer de mes propres mains. » Mon beau-frère s'est accroupi, a regardé dans mes yeux, « Xiaorui. Je sais que tu le hais. Moi aussi je le hais. Mais si tu le tues maintenant, tu deviendras comme lui. » Mes larmes ont coulé. Mais ma sœur est morte. Il l'a tuée alors qu'elle me protégeait. Les yeux de mon beau-frère sont devenus rouges. Je sais tout. Mais YQ ne voudrait pas que tu deviennes meurtrier. Elle veut que tu vives bien. J'ai regardé mon beau-frère, ma main s'est lentement desserrée. L'arme est tombée par terre. Je me suis agenouillé et j'ai éclaté en sanglots. Mon beau-frère m'a pris dans ses bras. Lui aussi s'est mis à pleurer. Les 2 agents se sont avancés, pointant leurs armes sur Zhan Ming. « Zhan Ming, vous êtes en état d'arrestation. » Zhan Ming a ricané. « M'arrêter ? Vous n'avez pas de preuves. » Mon beau-frère a essuyé ses larmes. Il s'est levé, s'est avancé vers Zhan Ming. « Des preuves. Vous venez de tirer sur mon agent et de tenter de tuer Xiaorui. Tout cela est une preuve. Et j'ai déjà prévenu la direction municipale. Votre identité sera bientôt découverte. » Le visage de Zhan Ming a changé. Soudain, il a levé son arme et l'a pointée sur sa propre tête. Mon beau-frère a crié « Ne bouge pas !» Mais il était trop tard. Zhan Ming a pressé la détente. Un clic. Pas de balle. Zhan Ming est resté figé. Mon beau-frère a envoyé un coup de pied dans son arme et un poing dans son visage. Zhan Ming est tombé, menotté par les agents. Mon beau-frère a ramassé l'arme de Zhan Ming. Il l'a inspectée et a dit froidement « Tu n'as pas de chance. » Les balles sont épuisées. Zhan Ming s'est effondré par terre, affichant pour la première fois une expression de désespoir. Mon beau-frère a dit aux agents « Ramenez-le. Gardez-le sous haute surveillance. » Les agents ont emmené Zhan Ming. Je regardais son dos, la haine dans mon cœur n'avait pas disparu. Mais mon beau-frère avait raison, si je le tuais, je deviendrais comme lui. Mon beau-frère m'a soutenu pour sortir. « Xiaorui, rentrons à la maison. » J'ai secoué la tête. « Beau-frère, ma sœur est encore à l'étage. Je veux rester avec elle. Je veux rester avec elle. » Les larmes de mon beau-frère ont coulé à nouveau. « D'accord.
Nous resterons avec elle ensemble. Nous sommes sortis de l'abri anti-aérien, le jour commençait à poindre. Les ambulances et les voitures de police remplissaient le rez-de-chaussée. Les voisins, réveillés, regardaient par les fenêtres. Mon beau-frère et moi sommes remontés au 5e étage. Le corps de ma sœur était déjà recouvert d'un drap blanc. J'ai d'abord soulevé le drap. En voyant le visage pâle de ma sœur, les larmes ont coulé à nouveau. Sœur, pardon, c'est entièrement de ma faute. Si j'avais pu découvrir le cerveau derrière tout ça, tu ne serais pas morte. L'aube était venue. Les chefs du bureau municipal sont arrivés sur les lieux. Un vieux policier aux cheveux gris monta les escaliers. En voyant les flaques de sang et les corps, son visage se figea. Il s'approcha de mon beau-frère. « Bonjour, chef. » Mon beau-frère leva la tête, le regard vide. « Wang Qin. Qui est vraiment Zhan Ming ?» Wang Qin soupira. Il était le chef adjoint de l'unité d'exécution du bureau municipal. Quand nous avons examiné ses relevés d'appel et ses comptes bancaires, nous avons découvert qu'il avait reçu beaucoup d'argent sale ces dernières années pour rendre des services. Y compris des meurtres pour faire taire des gens. Mon beau-frère serra les dents. Qui était la personne tuée? Wang Qin dit que c'était un voyou, un livreur de compte pour un réseau de contrebande. Zhan Ming avait pris l'argent. Il a organisé le meurtre pour faire taire. Il ne s'attendait pas à ce que votre enfant le voie. J'ai levé la tête. Alors il voulait tuer toute notre famille. Wang Qin me regarda, le regard plein de culpabilité. Mon enfant, je suis désolé. Nous n'avons pas assuré ta protection. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas votre faute, c'est la mienne. Si je n'avais rien vu cette nuit-là, ma sœur ne serait pas morte. Wang Qin s'accroupit et me tapota l'épaule. Mon enfant, tu es très courageux. Tu as sauvé beaucoup de gens. Ta sœur serait fière de toi. Mais je ne veux pas de cette fierté, je veux juste que ma sœur vive. Le médecin légiste arrive. Soudain, tout devient noir devant mes yeux, je tombe. Je suis à nouveau sur ce balcon. La main appuyée sur le pot de fleurs, l'homme en bas lève la tête. 6, 5, 4, 3. Mais cette fois, je ne bouge pas. Je reste là. En regardant les complices du criminel en bas, cette fois, je vois aussi clairement la voiture. Zhan Ming, dans la berline noire, lève les yeux vers notre balcon, le regard glacé. Je prends une profonde inspiration et dis à ma sœur, « Sœur, crois-tu en la renaissance ?» Ma sœur reste interdite, quoi? Je dis, si une personne pouvait renaître sans cesse, retourner dans le passé pour changer l'avenir. Crois-tu? Ma sœur s'accroupit, touche mon front. Xiaorui, as-tu de la fièvre? Je secoue la tête. Sœur, je n'ai pas de fièvre. Je veux juste te dire. Quoi qu'il arrive à partir de... D'accord? Ma sœur me regarde, mes yeux sérieux, hésite quelques secondes. Finalement, elle hoche la tête, d'accord, je te crois. Je prends la main de ma sœur, sœur, cette fois, nous n'appelons pas la police. Et nous ne nous cachons pas. Nous passons à l'action. Ma sœur ne comprend pas. Que veux-tu dire? Je dis, le tueur en bas est envoyé par Zhan Ming. Zhan Ming est le chef adjoint du groupe d'inspection municipale. Il veut nous tuer pour nous réduire au silence. Mais il ne sait pas que j'ai déjà découvert son identité. Ma sœur, choquée, Xiaorui. Comment sais-tu tout cela? Je ne réponds pas, je dis seulement. Sœur, appelle immédiatement mon beau-frère et dis-lui que Zhan Ming veut nous tuer. Dis-lui d'aller l'arrêter directement, sans venir à la maison. Ma sœur, tremblante, prend le téléphone. Elle compose le numéro de mon beau-frère, Jiango, c'est moi. La voix de mon beau-frère, YQYQ, Sitar. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur me regarde, je hoche la tête pour l'encourager à continuer. Ma sœur prend une profonde inspiration, Jiango, le chef adjoint du groupe d'inspection municipale. Zhan Ming veut nous tuer pour nous réduire au silence. Il est en bas du quartier résidentiel de l'usine textile, rue Guangming. Il conduit une berline noire. Va l'arrêter immédiatement. Rappelle-toi. Prends beaucoup de monde avec toi. Il est très dangereux. Mon beau-frère reste silencieux quelques secondes. YQYQ, que dis-tu? Zhan Ming? Comment le sais-tu? Je prends le téléphone, beau-frère, c'est moi, Xiaorui. Crois-moi. Zhan Ming est en bas. Il a envoyé un tueur pour me tuer. Emmène des gens maintenant, mais ne monte pas en cercle directement la berline noire. Attrape Zhan Ming. Mon beau-frère hésite, Xiaorui. C'est trop grave. Si vous vous trompez, je le coupe. Beau-frère, crois-moi une fois. Si je me trompe, je suis prêt à en assumer toutes les conséquences. Mais si j'ai raison, tu sauves toute notre famille. Et tu pourras attraper un grand fonctionnaire corrompu. Mon beau-frère reste silencieux quelques secondes, puis dit. D'accord, je te crois. Restez à la maison, ne sortez pas. J'arrive tout de suite. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentissent. Plusieurs voitures de police encerclent la berline. Mon beau-frère et ses hommes descendent en courant, braquent leurs armes sur la voiture. Descendez du véhicule, les mains sur la tête. La portière s'ouvre. Zhan Ming sort, le visage plein de choc et de colère. Il se tient à côté de la voiture. Un sourire professionnel forcé sur son visage. Li Jiango, qu'est-ce que tu fais? Tu m'encercles en pleine nuit. Mon beau-frère, arme au poing, impassible, chef Zhan. Quelqu'un vous a dénoncé pour meurtre sur commande. Veuillez coopérer à l'enquête. Le visage de Zhan Ming change. Ridicule. Qui m'a dénoncé? Quelles sont les preuves? Mon beau-frère dit, nous allons vérifier les preuves. Maintenant, veuillez nous suivre. Au commissariat pour coopérer à l'enquête. Zhan Ming ricane, Li Jiango,
sais-tu ce que tu fais? Je suis le vice-directeur du groupe antidrogue. Un petit capitaine de la police criminelle comme toi, quel droit as-tu de m'arrêter? Le beau-frère reste impassible. Toute personne qui enfreint la loi doit être enquêtée, y compris Zhan Ming. Il regarde les policiers autour de lui. Il regarde ensuite nous, à l'étage, son regard devient glacial. Soudain, il sort son arme. Il veut résister, mais le beau-frère s'y attendait. D'un coup de feu, il fait tomber son arme. Les autres agents se précipitent immédiatement, plaquent Zhan Ming au sol et lui passent les menottes. Zhan Ming se débat en criant « Li Jianguo, tu le regretteras. Sais-tu combien de personnes sont derrière moi? Tu t'en prends à moi, c'est signer ton arrêt de mort, dit froidement le beau-frère. Qu'ils viennent me trouver alors. Emportez-le. » Les agents poussent Zhan Ming dans la voiture de police. À ce moment-là, des pas lourds retentissent dans le couloir. Le criminel surgit en traînant son marteau. En voyant Zhan Ming arrêté, il reste figé. Le beau-frère lève immédiatement son arme, lâche ton arme, main sur la tête. Le criminel regarde Zhan Ming dans la voiture de police. Puis regarde les policiers autour de lui, comprend que tout est fini. Il pose son marteau. S'agenouille, main sur la tête. Les agents se précipitent. Et lui passe aussi les menottes. Ma sœur et moi, debout sur le balcon, observons la scène. Ma sœur dit incrédule, Xiaorui, comment savais-tu tout cela? Je ne réponds pas. Je la serre fort dans mes bras, grande sœur, cette fois tu ne mourras pas. Elle me caresse la tête. Petit bêta, je n'allais pas mourir de toute façon. Mais moi, je sais. Que dans une autre ligne temporelle, elle est morte cette fois. Le beau-frère monte avec les agents. En nous voyant sains et saufs, il pousse un soupir de soulagement. Il s'approche et s'accroupit devant moi. Xiaorui, dis à ton beau-frère comment tu as su pour Zhan Ming. Je le regarde. Et dis sérieusement, beau-frère, j'ai fait un très très long rêve. Dans ce rêve, j'ai vu tout ce qui allait arriver. J'ai vu le criminel tuer des gens, j'ai vu Zhan Ming lui ordonner de faire disparaître les témoins. J'ai vu ma sœur mourir pour me protéger, je t'ai vu chercher à la venger, et finalement le criminel est aussi mort 10 ans plus tard. Le beau-frère reste stupéfait, Xiaorui, je continue, beau-frère, je sais que tu ne me crois pas. Mais c'est la vérité. J'ai été réincarné plusieurs fois, à chaque fois j'ai essayé de sauver ma sœur. Mais j'ai échoué à chaque fois. Ce n'est que cette fois que j'ai compris qu'il ne faut pas rester passif. Il faut agir en premier, l'arrêter avant que Zhan Ming ne passe à l'action. Le beau-frère regarde mes yeux. Où se lisent une fatigue et une maturité au-delà de mon âge. Il reste silencieux longtemps, puis dit, Xiaorui. Peu importe comment tu as su, tu as sauvé notre famille. Ton beau-frère te remercie. Je veux dire, beau-frère, c'est toi qui nous as sauvés. Si tu ne m'avais pas cru. Et si tu n'étais pas venu arrêter Zhan Ming, ma sœur et moi serions morts. Le beau-frère prendrait sa revanche. Xiaorui, plus jamais ça. Ton beau-frère vous protégera. Ma sœur s'accroupit aussi. Nous nous embrassons. Nous sommes une famille, ensemble pour toujours. Je me blottis contre eux. Les larmes coulent. Cette fois, ce ne sont pas des larmes de désespoir. Mais des larmes de survivants. Les jours suivants, la police municipale mène une enquête approfondie sur Zhan Ming. Dans ses comptes bancaires, on découvre d'importants fonds d'origine douteuse. Dans ses relevés d'appel, on trouve des contacts avec le criminel. Dans son ordinateur, on trouve des preuves d'un réseau de contrebande. Zhan Ming est officiellement arrêté, la justice le punira sévèrement. Il avait aussi placé un informateur au centre d'appel d'urgence, chargé de retarder les interventions de police pour donner aux criminels le temps de fuir. L'affaire est résolue. Notre famille est enfin en sécurité. Mais je sais que ce n'est que le début. Zhan Ming a dit qu'il y a d'autres personnes derrière lui. Ce réseau de contrebande ne va pas en rester là. Effectivement, un mois plus tard, le beau-frère reçoit un appel anonyme. La voix à l'autre bout est grave et rauque. Li Jianguo, tu es très intelligent. Tu as arrêté Zhan Ming, mais tu crois que c'est fini? Le beau-frère dit froidement. Qui es-tu? L'autre rit, qui je suis n'a pas d'importance. L'important c'est que ta famille est encore en vie. Si tu veux qu'il le reste. Arrête d'enquêter. Le beau-frère s'emporte, tu oses me menacer? L'autre dit, ce n'est pas une menace, c'est un conseil. Zhan Ming n'était qu'un pion. En le touchant, tu as touché tout l'échiquier. Si tu es raisonnable, arrête-toi là, sinon tu le regretteras. La communication est coupée. Le visage du beau-frère se fige. Il regarde ma sœur et moi. Dans son cœur, il prend une décision. Ce soir-là, le beau-frère nous rassemble. Dit, grande sœur, j'ai décidé, nous déménageons. Nous quittons cette ville. La sœur resta figée. Pourquoi? Le beau-frère dit, cette affaire est trop grosse, j'ai peur de vous impliquer. Nous recommençons ailleurs. Je secouai la tête. Beau-frère, fuir n'est pas une solution. Ils nous trouveront. Le beau-frère me regarda. Alors que proposes-tu? Je dis, beau-frère, continue d'enquêter, déterre tout le réseau de contrebande. J'ai confiance en toi, tu y arriveras. Le beau-frère hésita. Mais votre sécurité. Je dis, beau-frère. Nous pouvons temporairement habiter dans l'appartement sécurisé du poste de police, jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Nous reviendrons ensuite. Le beau-frère réfléchit, puis acquiesça. D'accord, faisons ainsi. Les mois suivants, le beau-frère travailla nuit et jour avec l'équipe spéciale. Suivant les pistes de Zhan Ming, ils déterrèrent petit à petit tout le réseau de contrebande. C'était un vaste réseau criminel impliquant les douanes, la police, et même des fonctionnaires du gouvernement. Le beau-frère, sous la plus grande pression,
arrêta un par un les coupables. Finalement, tout le réseau fut déraciné. Des dizaines de criminels furent traduits en justice. Le beau-frère reçut une grande distinction et fut promu chef adjoint de la police. Et notre famille put enfin vivre en paix.